Salam alaikum, Azdoul Filaoun. Bonsoir. On commémore le 16 avril de chaque année la journée de la science et du savoir, Yom al-Ilm, en hommage au fondateur de l'association des ulémas musulmans algériens, Cheikh Abdelhamid Ben Badis, Allah yarhamou, qui a contribué à la défense de l'identité algérienne. Le rôle de l'association des ulémas musulmans algériens était aussi pédagogique et complémentaire de l'effort de la famille algérienne et s'inscrivait dans la dynamique du mouvement national algérien visant à nourrir la conscience populaire pour l'indépendance de l'Algérie, ouvrant à la consolidation et à la préservation de l'identité religieuse du peuple algérien musulman, nourrissant ainsi l'attachement à l'identité algérienne, la patrie, et contribuant à l'éducation des générations montantes. M. Tebboune a adressé samedi un message en cette occasion de la célébration de la journée du savoir, Yom al-Ilm, dans lequel il a affirmé qu'il était indispensable d'acquérir les sciences et les connaissances et de veiller à réunir toutes les conditions de réussite aux élèves et aux étudiants. En cette occasion, nous réaffirmons une nouvelle fois qu'il est indispensable d'acquérir les outils puissants, inhérents aux sciences et aux connaissances, et nous réitérons l'attachement à réunir toutes les conditions de réussite aux millions d'élèves des 3 cycles de l'enseignement, a-t-il ajouté. Oublions de rappeler les causes d'une hémorragie de notre matière grise. Depuis plus d'une vingtaine d'années, l'université algérienne se débat en proie à un malaise profond, au-delà du fait que l'université ne peut être appréhendée en dehors du cadre sociopolitique général et de la qualité d'enseignement dans les paliers inférieurs, de l'avis de nombreux observateurs. Les choses empirent, et ce ne sont certainement pas les classements mondiaux dans lesquels les universités algériennes figurent parmi les dernières en Afrique qui viendront contredire ce constat. On forme pour déformer. Chaque année, des milliers d'étudiants, des médecins, des ingénieurs, des avocats et des scientifiques dans tous les domaines quittent l'Algérie pour un avenir meilleur où l'espoir de rêver existe encore. Les recteurs et autres directeurs d'établissements universitaires continuent d'être désignés par des arrêtés ministériels sans que l'ensemble de la communauté universitaire n'ait à ce propos aucune voix au chapitre. Des désignations qui répondent beaucoup plus à des considérations d'ordre politique qu'à des critères de compétence ou d'autorité scientifique. Comment peut-on parler de savoir dans un pays où on emprisonne des étudiants, des professeurs d'université, juste pour leur position politique, et on fait tout pour les faire fuir? Comment peut-on parler de la journée du savoir quand nos institutions sont gérées par une incompétence et médiocrité avérée, pire devenues les normes d'un régime qui répugne tout ce qui est savoir et science? Algérie, journée de la science et du savoir, la tragédie continue. C'est le titre de notre émission pour ce soir, et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Nourdiane Aoussat, universitaire, analyste politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Sir Nourdiane, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nassar. Salam alaikum wa rahmatullah. Et donc, merci pour l'invitation. Et je dis Sahar Ramadan pour ces derniers jours à tous nos citoyens et concitoyens et concitoyennes. Merci beaucoup, Sir Nourdiane. Sahar Ramadan merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a aussi Anis El-Qama, qui est militant politique aussi. Il est avec nous depuis la France via Skype. Anis El-Qama, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Sahar Ramadan. Bonsoir, merci pour l'invitation. Sahar Ramadan Koum. Et puis je salue tous les téléspectateurs d'Al Magharibi ainsi que votre staff et tous les invités. Merci Anis El-Qama. On aura aussi Montassar Abdeloun, qui est historien, militant politique. Il sera avec nous depuis Alger.
Nordine Aoussad, je vais commencer cette émission avec vous. Journée du savoir et de la science, Yawm al-Ilm, qu'est-ce que cela représente pour vous? Célébré chaque année, donc le 16 avril, qui coïncide bien sûr avec le 16 avril. Quelle est donc votre analyse par rapport à cette journée, connaissant l'état de l'enseignement en Algérie? Premièrement, pour commencer, d'abord la date. La date du 16 avril, c'est par rapport au 16 avril 1940, date du décès du grand Abdelhamid Ben Badis. Abdelhamid Ben Badis qui a ressuscité cette nation qui avait failli disparaître sous le double fêlure de l'Église et de l'État. En l'occurrence, ici en France, l'Église et l'État étaient en combat, étaient tout le temps, je dirais, en contradiction. Mais en Algérie, c'était main dans la main que l'Église et l'État ont cherché à dénaturer ce peuple algérien et à lui effacer totalement son identité. Donc, Abdelhamid Ben Badis, depuis les années 25, effectivement, il a créé dans toutes les villes algériennes, Est, Ouest, Centre et Sud, des écoles où des garçons et des filles suivaient des cours. Dans les années 40, l'école des oulémas, elle faisait 25% de plus en volume horaire que les écoles de la République. En Algérie, donc, journée du savoir, oui, par rapport à Abdelhamid Ben Badis, il le mérite bien pour le travail de conscientisation et de démocratisation parmi les indigènes de l'école et de l'enseignement, oui, mais par contre, depuis très longtemps, je dis bien depuis très longtemps, que cette journée du savoir n'est qu'un cache-sexe, elle n'est qu'un masque, un voile pour cacher l'absence, comme tu l'as si bien dit dans ton édito, il n'y a ni savoir qui est, je dirais, valorisé, ni la science qui a de l'importance aux yeux de notre pouvoir, de nos gouvernants, depuis très longtemps. Donc, c'est oui pour la journée du savoir éternel, Abdelhamid Ben Badis, mais malheureusement, sous ce régime, sous ce système politique, c'est juste de la récupération, juste de l'utilisation de cette journée pour cacher une réalité, malheureusement, qui est loin de savoir et loin de la science. Très bien. Restez avec nous, Nordine Aoussad. Anis Elkama, qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Bien sûr, la journée du savoir et de la science, Yawm al-Ilm, comme on le connaît en Algérie. Anis Elkama, bien sûr, vous étiez étudiant en Algérie, mais aussi vous étiez étudiant en France. Votre réaction? Anis Elkama, vous m'entendez? Ah, très très bien. Là, on vous entend très bien. Et que la science et le savoir devraient être fêtés et devraient être mis en avant chaque jour. La science et le savoir devraient être le centre de la vie de la cité. Donc, elle ne saurait se résumer en un seul jour. Mais ça nous donne l'occasion d'évoquer, bien sûr, Ben Badis, auquel a fait référence Monsieur Aoussad, qui a réellement fait beaucoup pour la conscientisation des Algériens et qui, en passant, était un fervent laïc et un défenseur du principe de laïcité. D'ailleurs, il a beaucoup de lettres dans lesquelles il a défendu ce principe-là, lui qui était ouléma. Donc, beaucoup de gens se trompent dans leur lecture, qu'ils soient du camp, entre guillemets, progressiste ou laïque algérien ou bien même islamiste. Chacun tente de le critiquer ou de le récupérer, mais il était un des fervents admirateurs aussi d'Atatürk. Il lui a écrit une lettre où il défendait énormément ses prises de position. Moi, je le dis pour l'histoire, pour que les gens comprennent aussi que la notion d'ancrage dans la culture algérienne avec ce qu'elle a d'héritage islamique et musulman ne contredit pas la modernité. Et M. Aoussad l'a bien dit qu'il y avait des femmes et des hommes qui, ensemble, dans les classes, allaient ensemble, en foulard, sans le foulard. D'ailleurs, il y avait beaucoup de femmes qui étaient sans foulard dans les écoles de Ben Badis.
et qui allaient apprendre, bien sûr, leur héritage, leur religion, leur culture algérienne, mais aussi qui s'ouvraient au monde à travers leur culture. Et je pense que Ben Badis, contrairement à ce que disent beaucoup de faux progressistes qui n'ont réellement pas lu l'histoire algérienne, et les oulémas à cette époque-là, n'avait rien à voir avec ce qui est venu après, c'est-à-dire l'influence de Hassan al-Banna et de Seyyid Qutb, donc des frères musulmans. C'était un islam ancré dans l'algérianité, un islam porté par l'élan civilisationnel musulman algérien. Et on a bien besoin de figures comme Ben Badis maintenant qui permettraient, en réconciliant notre islam algérien modéré avec la modernité, réconciliera des bords politiques qui semblaient dans les années 90 irréconciliables. Et pourtant, Anis El-Qamma, il y avait une frange de la société au début du Hirak qui ont essayé de récupérer donc cette symbolique de Ben Badis, Rabbi Rahmou, mais aussi novembriste, si on peut dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? On donnera la parole après Sénod. Oui, c'est ce que j'ai bien dit, c'est que tout le monde parle de Ben Badis en Algérie, mais personne ne connaît Ben Badis. Et énormément de gens, des Badissi Novembari, manipulés bien sûr par le régime, pensaient que le Badissi Novembari est une espèce de syncrétisme entre Novembari, qui était l'esprit révolutionnaire et qui, on le veut ou non, on le lit dans la déclaration du 1er novembre, il y a le côté Algérie sociale, donc qui n'était pas d'extrême gauche, bien sûr, mais qui était dans une logique révolutionnaire, moderne, et le côté que eux pensent islamiste dans le sens des frères musulmans et de Hassan al-Banna et de Seyyid Qutb. Et alors que ce n'est pas le cas, alors que je viens de vous le dire, je ne prends pas parti sur cette question-là, mais Ben Badis était laïque. Ben Badis était un fervent laïque. Il a écrit énormément à l'administration française pour l'enjouer d'appliquer le principe de 1905 de laïcité en Algérie qui allait permettre aux Algériens musulmans de sortir du statut d'Algérien musulman, parce qu'il était aberrant qu'en France tout le monde est citoyen et qu'en Algérie, qui était censé être un territoire français, eh bien on crée la catégorie Algériens musulmans qui ont moins de droits et qu'on ségrègue les gens, c'est-à-dire la laïcité allait permettre d'intégrer les citoyens algériens dans la nation. C'était une vision réformiste non révolutionnaire. Bien sûr que les oulémas musulmans ont évolué dans leur vision de la révolution, et bien sûr qu'avec le congrès de la Soumam, etc., les oulémas sont allés plus dans le sens de la révolution de 54, mais je parle des oulémas des années 30, 40, etc., c'était des réformistes, comme l'étaient d'autres aussi, comme d'autres personnes dans le paysage national algérien, en tout cas des indigènes, des Algériens musulmans. Et donc, el Badissi al-Novembariya, bien comprise, ça serait la révolution algérienne et le modernisme, en fait. Ça ne serait pas, comme le pensent certains, la révolution algérienne plus l'islamisme ou le conservatisme extrême. Très bien. Nordine, par rapport à cette question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que vous avez entendu la question qui a été posée à Anis El-Qamma. Oui, moi j'avais écrit un article d'ailleurs que j'ai inclus dans mon livre France-Islam, Algérie, France, pardon, 60 ans après le cessez-le-feu. J'avais écrit un long article sur cette question de Badissi al-Novembariya. Je dis que c'est vraiment la chose qui me reste comme un pincement au cœur de tout le Hirak, c'est que malheureusement on a jeté en pâture deux symboles, je dirais deux titres qui ont de la valeur pour nous, le novembarisme et le badissisme. Ni l'un ni l'autre ne sont antinomiques, bien entendu, ni l'un ni l'autre ne sont du côté du pouvoir ou de ce régime militaire. Quand, comment il s'appelle, Gaïd Salah, Allah yaghfirlou wa yarhamou, avait parlé de Novembariya Badissia, je pense qu'il a essayé de faire de la récupération. Malheureusement, la haine que certains ont et vis-à-vis de Gaïd Salah
ont fait qu'ils ont jeté, comme on dit, le bébé et l'eau de la bassine avec le Novembaria et le Badissia. Le Badissia, c'est de l'aveu de tous les historiens. Le Badissia, c'est l'âme de la révolution de novembre et aussi l'âme de toute la révolution depuis le 1er novembre 54 jusqu'en 1962. Les oulémas ont joué un rôle très important dans ce qui a constitué pas la logistique, bien entendu, pas la stratégie politique, pas le discours politique, mais le carburant qui donne de la motivation à l'Algérien de se sacrifier pour ce pays et pour le libérer, il ne puisait ni plus ni moins que dans les enseignements qui, pendant 30 ans avant le déclenchement de la guerre de libération, les oulémas, les médersa ont essaimé ici et là. Donc, le Badissia Novembaria, je prie mes compatriotes algériens de ne pas se laisser duper par la récupération politique des uns ou la propagande des autres. Il y a suffisamment, énormément d'écrits sur l'association des oulémas musulmans, ils peuvent les consulter. Sinon, un dernier point, Anis, que je salue, salam alaikum, je crois que tu te trompes énormément, Yassir Anis, en qualifiant Cheikh Abdelhamid Ben Oubadis de laïque. Il n'a rien de laïque. Non, Anis, ne cherche pas, c'est pas la peine, il est là. Le document, c'est un document d'archives. Elle est là. Le mémorandum de l'association des oulémas musulmans qu'ils ont envoyé, Anis, cherche pas dans le portable. On parle de documents d'histoire, les archives. C'est 24 pages. Les oulémas. Les oulémas. Je vais revenir à vous, Anis, après. Les oulémas revendiquaient l'application de l'article du 9 décembre 1905 de la séparation des églises et de l'État parce que cet article-là, parce que cette laïcité-là, c'est même pas la laïcité, c'est juste la séparation. Si. C'est la laïcité. C'est la laïcité. C'est la laïcité. Non. La laïcité, c'est une chose, la séparation, c'est une autre chose, et la sécularisation, c'est une autre chose. La laïcité, c'est pas la peine de rire. C'est pas la peine de rire. C'est pas la peine de rire, Anis. Ce sujet-là, c'est mon dada. C'est sur ce sujet que je travaille depuis des années, et ma prochaine publication, ce sera sur ce sujet parce qu'il m'intéresse énormément. Abdelhamid Ben Oubadis revendiquait la liberté du culte. Voilà ce qu'il revendiquait. Très bien. On va essayer de ne pas trop revenir sur la personnalité de Abdelhamid Ben Badis. Certes, les historiens. Je vais vous donner la parole, Annie. Surtout, on veut faire le constat de la situation, de notre système d'éducation en Algérie. Mais Anis El-Qam, je vous donne la parole par rapport à ce qui a été dit. Tfaddal, Anis. Bon. Je demande juste à tout le monde, tous ceux qui suivent l'émission, de taper Ben Badis laïcité. Vous allez trouver des articles universitaires, vous allez même les trouver dans les trucs les plus sérieux, c'est-à-dire Google Scholar. Il y en a plein, la laïcité de 1905 et Ben Badis, quand Ben Badis demande à l'application. Et M. Aoussat l'a dit lui-même, Ben Badis a demandé l'application de la loi 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, qui renvoie au principe laïque. Il n'y a pas plus laïque que la loi 1905. Et pourquoi il demande l'application de la loi 1905? Parce qu'il n'y a que dans la version de la République française, donc c'est-à-dire de loi 1905, c'était la seule solution. Qu'il l'a fait par opportunisme ou pas, ça on ne peut pas rentrer dans l'inconscient de Ben Badis, on n'est même pas ses contemporains. C'était la seule manière qui lui permettrait d'appliquer, la liberté de culte, puisque l'État allait se situer dans une position de neutralité par rapport à tous les cultes, qui est le principe de 1905, et plus loin que cela, l'intégration des citoyens, comme l'ont fait, la loi 1905 a permis l'intégration des enfants juifs à l'école de la République et des communautés juives en France. Et bien de la même manière, ils se sont dit que
l'islam pourrait s'intégrer, les musulmans pourraient s'intégrer dans une république française, puisque l'État ne verrait plus de Français musulmans, il verrait des Français seulement. Je ne suis pas en train de dire que c'était une bonne méthode. Je ne suis pas en train de juger les arrière-pensées de Ben Badis, que c'était opportuniste ou pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la lettre qu'il a écrite pour remercier Atatürk de toutes ces réformes? Est-ce que vous êtes au courant ou pas? Anis Al-Qam, peut-être on aura je parlerai de la lettre. Je ne parlerai pas d'Atatürk. Je ne parlerai pas de la lettre d'Atatürk, je parlerai du sujet, d'un seul sujet, qu'on en finisse au moins avec un sujet. Vous voulez parler en fait. Vous pouvez pas choisir. On va essayer de revenir un peu sur la question. Bien sûr que Abdelhamid Ben Badis, il est au centre de cette journée du savoir. Mais peut-être on aura une occasion d'en débattre, c'est Nordine avec Anis Al-Qama. C'est un débat qui est très intéressant parce qu'il y a aussi des avis des uns et des autres qui sont un peu différents par rapport à cette période, et c'est bien d'éclairer l'opinion publique algérienne. Je pense, Nordine, que ça sera très intéressant d'organiser une émission dans ce contexte. Mais si on peut revenir un peu sur le contexte que vit notre pays, bien sûr, surtout après le 2019, après la période du Hirak, bien sûr, Abdelmadjid Tebboune, on va faire passer une vidéo quand il était en campagne, avant même d'être président de la République. On regarde ce passage et je reviens à vous très rapide. لازمها تتأقلم مع المحيط نتاعنا. لازم تتأقلم مع المحيط حتى تولي تأثر في الاقتصاد وتأثر في الطبيعة الحالية. الجامعة ماهيش مجرد يعني ترقية نوصل ليسانس LMD ولا 4 سنوات ولا ما يهمش وندير الماستر ونفوت للدكتوراه وديت شهادتي ومن بعد تمشي تعمر الصفوف تاع البطالين. إذا لازم الجامعات تبدا من دروك تدخل في الاقتصاد نديروا لها الاطور نتاعها ان شاء الله وتكون اطور لان احنا ما عندنا فيها لا جبل لا ناقه في سبيل الله وفي سبيل الوطن نضحوا انا ماناش محتاجين هذا الوقت. Donc ça, c'était les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune pendant la campagne électorale pour les présidentielles de 2019, mais aussi on va revenir sur les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune quand il est président donc de la République. On écoute ce qu'il a déclaré dans ce passage. مش بالقدرات تاع بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا نهار معليش الانتقاد بلاه الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى ولكن ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة تجيب السلام في المنطقة باللي قوة جابت توازنات في المنطقة دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا بقى لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها ستارت اب ميكرو انتربريز ولا غيرها C'est un problème de dignité nationale. Dignité nationale. واذكر الجزائر واسغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. هانا كبرنا هكا. اللي ما يعترف ببلاده واش بقى له. C'est un problème de dignité nationale, donc comme ça a été rappelé entre guillemets par Abdelmadjid Tebboune, c'est Nordine. Et quand on entend des déclarations pareilles, bien sûr, il a parlé de start-up, il a parlé que l'Algérie donc fait sortir en moins 250 000 étudiants par année, donc et que l'Algérie est une force. Qouwa Dariba, comme il a utilisé ces termes, est-ce que vraiment ça reflète la réalité que vit notre pays, Nordinaus?
Je l'avais dit plusieurs fois, moi je ne fais plus de commentaires de ce que dit Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, c'est du délire, c'est un discours décousu qui n'a ni tête ni queue, il n'a aucun sens, ce sont des mots qu'il enchaîne, qu'il met l'un à côté de l'autre et il les débite. Donc je vais pas faire de commentaires. Mais sinon, Kouadariba, je crois qu'il faut, puisqu'il a parlé de dignité, il faudrait avoir la dignité de se taire et de se regarder en face dans un miroir quand vous n'êtes pas capable, quand vous n'êtes pas capable d'assurer l'oignon. L'oignon a un prix raisonnable pour le peuple. Quand vous n'êtes pas capable d'assurer je sais pas, un menu pour au mois de Ramadan qui soit au moins assez riche en calories pour que les Algériens mangent à leur faim, je pense que la dignité, elle est là. Il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de Kouadariba, il y a un pouvoir qui est en train de nous mener en bateau, qui essaie de faire de la propagande alors qu'il ne sait même pas la faire. Les mensonges, quand on forme 250 000 universitaires par an, quand on doit s'enorgueillir, on doit s'en vanter, si en face, nous créons au moins, je dirais, 200 000 postes d'emploi. Là, oui, allez, disons que le 1/5 seulement qui se retrouve au chômage. Mais quand vous faites tous les ans sortir 250 000 universitaires pour que plus de la moitié, je dis bien plus de la moitié, se retrouve au chômage ou bien se retrouve à occuper des sous-emplois, là, il y a rien de glorieux, il n'y a rien, je dirais, d'honorifique dans tout cela. Très bien. On va faire montrer ces images qui ont choqué un peu les Algériens aussi. Le CCF qui a été pris d'assaut, donc le Centre culturel français. On regarde ces images. Image du jour, regardez, l'Institut français pris d'assaut en Algérie. Des centaines d'étudiants ont fait la queue devant l'établissement dimanche. Ils souhaitaient passer le test de connaissance du français. Voilà l'image. Ce test, c'est un examen crucial pour pouvoir suivre une formation en France. D'après plusieurs témoignages, certains auraient même dormi sur place. Mais face à cet afflux record, l'Institut français a dû fermer ses portes. Vous pourrez tous vous inscrire, mais pas aujourd'hui. Anis El Kamaouzé, on se rappelle de ces images qui ont choqué les Algériens. Et là, vous avez entendu le commentaire du journaliste par rapport à cette affaire. Votre réaction, mais avant de vous donner la parole, on va faire passer donc un bachelier, un jeune étudiant qui allait passer son bac. C'était quoi son rêve? On l'écoute. كارطون فيها انجلي فرنسي والمون مواد اساسيه. واش في الجامعه واش حاب دير ان شاء الله؟ ما نحب الجامعه. والله ماني حاب الجامعه. نحب كش ما ندبر مصروف ونحرق نروح. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ايضا. اذا زميلتي سميره كانت هذه ما نحبش الجامعه نجيب شويه مصروف ونحرق. Ça c'était un jeune, c'était l'année dernière. Anis El Kama. Oui, la véritable dignité, ça serait que des Français fassent la queue et qu'on voit beaucoup de monde autour du centre culturel algérien à Paris pour passer un test pour aller vivre en Algérie et étudier en Algérie. C'est ça le Kouadariba en fait. C'est qu'à un moment donné, on a beau dresser un tableau incroyable de l'Algérie nouvelle qui serait une grande puissance, etc. On voit bien que ces enfants veulent partir et non pas que ces enfants... non pas uniquement, ça ne reste plus cantonné à ceux qui malheureusement n'ont pas trouvé de travail ou qui ont des difficultés, qui n'ont pas fait d'études. Tout le monde veut partir. J'ai énormément d'amis médecins qui maintenant, et il y a un grand besoin de médecins en France, et du coup pour eux c'est une aubaine, ils prennent des médecins algériens et tous les médecins veulent partir. Tout le monde veut partir. Lorsqu'on verra des Français faire
faire la queue au Centre culturel algérien à Paris pour aller faire des études en Algérie. Là, on se dira qu'on a réussi notre pari d'une Algérie développée, d'une Algérie moderne. Lorsqu'un pays, un tout petit pays microscopique, lorsqu'on le compare à l'Algérie, a voulu se développer, a voulu sortir des élites qui puissent prendre en charge ce pays, le développer, qui s'appelle, c'est Singapour, ils ont tout misé sur l'éducation. Et ils ont misé sur l'efficacité de l'éducation. Et M. Aoussat a quelque peu parlé de cela, a parlé de ce sujet de cohérence, c'est-à-dire, ok, très bien, vous sortez de 250 000 universitaires ou ingénieurs. Est-ce que l'Algérie a besoin de 250 000 ingénieurs? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de sortir de cet élitisme d'il faut aller à l'université, etc., à tout prix? Est-ce qu'il ne faut pas encourager des jeunes à aller plus vers de la plomberie, de la construction, de la technicité? Est-ce qu'il ne faut pas encourager les filières techniques, mais au sens de formation professionnelle, au lieu de perdre notre temps à former des gens à l'université, qui de toute façon, d'un côté, seront mal formés, s'ils ne sont pas motivés réellement à aller à l'université, qu'ils y vont uniquement par pression familiale et pression sociétale, et que d'un autre côté, même s'ils sont motivés et qu'ils ont un diplôme, ne trouveront pas de travail parce que le bassin d'emploi ne peut pas absorber autant d'ingénieurs ou autant de, je ne sais pas, de diplômés en droit ou d'instituteurs, etc. Donc, en Algérie, on a une logique de masse. C'est la même logique qu'applique Tebboune à la liberté d'expression. Il dit aux journaux et aux journalistes, regardez, nous avons 200 journaux ou 300 ou 400. Oui, mais est-ce que ces journaux sont libres? Et est-ce qu'une presse qui n'est pas libre vaut la peine d'exister? C'est la même chose, c'est la même logique qui s'applique. C'est une logique quantitative. Nous avons 1 million d'élèves à la rentrée scolaire. Nous avons 250 000 ingénieurs. Mais quelle est la qualité de ces ingénieurs? Quelle plus-value peuvent-ils apporter en Algérie? Est-ce que former un ingénieur pour qu'il se retrouve après à faire un autre travail qu'ingénieur vaut la peine? C'est de l'argent perdu pour l'Algérie, pour notre État, pour notre caisse nationale. Et c'est de l'argent perdu pour ce jeune-là qui aurait pu faire d'autres formations intéressantes. Il n'y a pas de sous-métier. On a hérité aussi un peu de cette logique française élitiste qu'il faut qu'on fasse tous des études, il faut qu'on soit tous des philosophes, des écrivains, etc. Et que les métiers techniques sont des métiers sales. D'autres pays comme en Allemagne, il est très très bien vu d'être un très bon technicien chez Volkswagen ou à Stuttgart et bosser sur des BMW. Et les gens ont cet esprit-là de se dire, mon travail, même si ce n'est pas un travail dans lequel j'étais obligé d'aller à l'université avoir un ingénieur, je ne suis pas ingénieur, mais je suis un très bon technicien. Et cette voiture-là, il n'y a que 1000 ou 2000 techniciens en Allemagne qui peuvent la réparer, qui peuvent la faire fonctionner. Et on devrait sortir aussi, et ça c'est un boulot de fond qui devrait être fait, et qui devrait aussi se transmettre à toutes les familles algériennes, de se dire que si votre enfant ne peut pas devenir un ingénieur ou ne veut pas devenir un ingénieur, qui préfère travailler dans la mécanique ou être un très bon plombier ou un très bon dans la construction, eh ben, il faut qu'il le fasse parce que c'est ce genre de métier en Algérie. Il est très difficile de trouver un bon plombier, il est très difficile de trouver un bon maçon. C'est ce genre de métier qu'on devrait encourager, non pas encombrer nos universités. Nos universités devraient servir uniquement à former des gens auxquels on aura besoin dans notre bassin d'emploi. Très bien, restez avec nous, Anis El-Qama. On a été rejoint par Montassar Abtouroun, historien, militant politique. Il est avec nous depuis Alger. Montassar Abtouroun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik wa sahar Ramadak. Sahar Ramadak. Montassar Abtouroun, comment peut-on qualifier la journée d'aujourd'hui, donc la journée du Yawm al-Ilm, la journée du savoir, de la science, mais aussi la place de l'enseignement chez nous, en Algérie? Bon, Yawm al-Ilm, c'est typiquement algérien. D'abord, c'est une date historiquement, c'est la date de la mort de Cheikh Ben Badis, 16 avril 1940. Et puis, c'est plus une journée politique, disons, un petit peu démagogique, qui a été proposée les années 70 par des militants de gauche, pour
pour dire voilà, qu'il n'y a pas un problème entre religion, communisme, etc. Et donc c'est resté. D'abord, premièrement, Ben Badis, je ne sais pas comment on peut, Alim et scientifique, il y a une grande nuance, parce que maintenant on est dans des temps, on ne fait plus la distinction. Un orateur religieux s'appelle Alim et un inventeur, un scientifique s'appelle Alim. L'essentiel, l'ilm en Algérie d'ailleurs, surtout dans les structures de l'État, on a vu les gens diplômés, les gens qui sont qu'on peut appeler académiques, qu'on peut appeler scientifiques, n'ont pas de place. Tout ce que forme l'université algérienne, avec tous les défauts que comprend cette formation, parce qu'il y a une baisse de niveau terrible depuis une vingtaine d'années. On est étonné maintenant avec maintenant c'est un commerce de diplômes. Et on a vu des ministres qui ont trafiqué des diplômes de doctorat. On trouve dans des ministères comme l'éducation nationale, etc. On trouve des directeurs qui sont trop sans bac. Donc, ça n'a jamais été. Et puis, c'est un phénomène qui date depuis la guerre de libération. Par exemple, même pour les grades, si on voit dans la LN, quand on est médecin, on ne dépasse jamais le grade de capitaine. C'est le top. Et quand on n'a aucun diplôme, on peut devenir colonel. Boudiaf l'a très bien dit, le dernier mot qu'il avait prononcé avant de mourir. Absolument. Justement, et je pense qu'on n'a pas bougé parce que concrètement, on ne favorise pas la science, on ne favorise pas les compétences. Les choix se font sur d'autres critères, que ce soit clanique, journaliste, famille politique. Et on a des dizaines de milliers maintenant de militants docteurs. Et Comte Tebboune dit, Montassar Abtoroun, Comte Tebboune, dans un communiqué du Conseil des ministres, il dit que l'accent a été mis sur la nécessité de mettre l'université à l'abri de toute idéologie, étant un espace de savoir, d'innovation et de développement. Qu'est-ce que cela veut dire, d'après vous, Montassar Abtoroun? D'après moi, c'est un système qui ne tolère pas une autre voie. L'objectif visé, c'est pas de faire valoir la science. L'objectif, c'est de cadener l'université, c'est d'empêcher à ce que l'université soit pluraliste, porteuse, comme toutes les universités du monde, d'idées, d'opposition, etc. Donc, on essaye de dire à l'université, ne faites pas la politique. Ne faites pas la politique, ou bien l'université, elle doit produire le discours officiel. Sinon, d'ailleurs, l'université, comme toutes les autres institutions, j'étais outré, choqué en venant. J'ai mis l'écouteur dans mes oreilles. J'ai écouté la chaîne 3, les chaînes de radio qu'on ne connaît plus. Bounadi, Chengri Hadi, c'est un truc de sacralisation et tout le reste n'existe pas. J'ai entendu un jeune qui discutait, etc. Et l'animatrice lui a dit aujourd'hui, c'est la veille du 27e jour, est-ce que vous pouvez, quel est votre vœu? Formuler un vœu en direct. Alors il a dit, j'étais un petit peu choqué, moi le seul vœu que j'ai, c'est de quitter le bled Hadi. Voilà. Et le rôle des étudiants, Simon Montassar Abtoroun, parce qu'il était déterminant aussi pendant le Hirak. On a vu chaque mardi les étudiants sortaient. On va regarder cette vidéo qui va nous faire rappeler donc ces marches des étudiants, surtout les mardis. Bon, pour les élections législatives de juin, انا مون افي هم حابين يمبوزيو لو فوي دو روت رجوتو سا لي زاريستاسيون اربيتراليوم يصيروا نشاطات الحراك التعتيم الاعلامي من صحافه الحره من ممارسه مهامها كل هذا ما راهوش يخلق جو ديمقراطي ولا جو اللي يقدروا فيه يدعوا الشعب للانتخابات. حنا نقولوا لهم باللي الانتخابات هذه اللي كنت تدعوا لها
هي نفس الانتخابات الرئاسية تاع 12 ديسمبر، وسيكون لها نفس المصير، أي ستسفر عن برلمان غير شرعي لا يطيق فيه الشعب. من هذا المنبر نقول نحن الطلبة وأيضا الشعب الجزائري المتواجد في العراق الشعبي أننا ضد هذه الانتخابات في ظل ممارسة القمعية التي تمارس علينا كل ثلاثاء والجمعة. أيضا لا يجب أن نندد بما حدث طلبة بجاية الثلاثاء الماضي وما يحدث كل جمعة في الولايات الداخلية. هذا القمع ما يزيدنا إلى هزيمة وإصرار على مواصلة النضال إن شاء الله. الحرية لجميع معتقلي الرأي وشكرا. شكرا عبد الله. Donc ça, c'était pendant le Hirak, le mardi des étudiants, comme on l'appelait. Montassar Abdouroun, les étudiants jouent quand même un rôle dans le Hirak depuis 2019. Oui, absolument. On a été émerveillés de les voir les mardis. Et c'est justement pour casser ça que c'est le sens que je donne à ce discours de Tebboune dans le Conseil des ministres. Il ne faut pas que les étudiants parlent de légitimité, parlent de démocratie, parlent de choix libre du peuple, parlent d'émancipation. Tout ça, c'est pas leur. Ils sont là, comme dit Youm El-Ilm, à acquiser et à se taire. Donc s'ils parlent, donc on les classe. C'est facile, maintenant, Rachid, Makiste, on peut le retrouver. Je me souviens, quand j'étais à l'université à Annaba, et déjà en 86, dans une assemblée générale, on nous ramenait le Muhafid du Hizb. C'était le Muhafid, c'est un Muhafid, celui qui était au Parlement, qui en a fait le cadenas. Saïd Bouhadja. Je me souviens, il est venu, on était dans l'amphi et j'étais avec des étudiants activistes. Bon, j'ai pris la parole pour dénoncer certains comportements, certains dysfonctionnements dans le truc. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a repris le micro, il a dit comme ça. Muhafid Hizb, Jabhat Tahrir, il a dit aux étudiants, là, ما تسمعولوش هذا راه يدير في البوليتيك. Je lui fais, انت محافظ تاع حزب واش راك دير؟ ماكش حزب سياسي. Voilà la mentalité. Donc, il faut que l'université, comme tous les autres, ils l'ont fait pour la presse, ils l'ont fait, personne ne parle. Maintenant, d'abord pour l'expression, j'ai entendu des étudiants parler justement de l'absence de moyens d'expression, de presse, etc. Et maintenant, elle est plus... maintenant, ils ont un discours, ils le dispatchent. À chaque occasion, on fait des déclarations. Et quand on entend à la radio, on en a marre. Président, ou ça, qu'il faut s'occuper des vieux, mais la réalité du pays, elle est vraiment out. La vie des gens. Et l'université souffre gravement. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais avec des étudiants doctorants. Bon, ils m'ont sollicité pour des informations parce qu'ils ont essayé d'approcher certains une thèse par exemple sur le MNA, le mouvement de Messali El-Hajj et la guerre de libération. Comme c'est classé, il faut que les gens disent que Messali Khayen, etc. Donc il y laisse pas. L'étudiant je lui ai donné quelques éléments. Il m'a dit, mais l'encadreur, il m'a dit, vas-y doucement. Et quand on voit que l'encadreur, le professeur a peur, bon, et maintenant, toutes les thèses, tout ce qui se fait, rien ne se fait dans l'université algérienne. Rien. C'est vrai, elle donne une formation de base, et à chaque fois, on entend, par exemple, comme celle qui a été nommée sur directrice de l'Institut Pasteur, c'est vrai qu'il y a des ateliers, en sortant, ils sont devenus importants, c'est-à-dire ils ont fait preuve de création, d'invention, etc. Absolument. Chose qu'ils peuvent pas faire ici. Et puis, pour la qualité, on a pratiquement une université dans chaque wilaya. Mais je dois dire qu'elle est catastrophique maintenant. On est avec des docteurs qui n'arrivent pas à formuler une demande. Des fois, on se demande pas comment ils ont eu le doctorat.
Mais on se demande est-ce qu'ils ont été un jour à l'école. Merci voilà beaucoup, le Montassar. triste constat. Tfadal, c'est Montassar. Finissez votre idée. C'est pour vous dire que le constat est incroyable. C'est pour ça que c'est vrai que bon, les étudiants ont cassé. Bon, ils ont été merveilleux dans l'histoire. Dans cette grève du 19, ils n'étaient pas nombreux. C'était une petite poignée. La plupart c'était plus des lycéens et des collégiens. Ils ont lancé leur appel que nous ne ferons pas de meilleurs cadavres avec des diplômes en plus. Malheureusement, pendant le Hirak, un grand espoir qui a été suscité, mais qui a été maté par une répression tacite et féroce. Maintenant, on est en train de prier, les gens sont en prison, etc. Des jeunes étudiants, on a entendu des trucs de torture, voire de viol, etc. Et pas, les gens ont peur. Et pas uniquement les étudiants, comme toute la société, tout le mouvement du Hirak, que je ne pense pas qu'il a reculé, mais bon, il est en train d'observer. Merci beaucoup, Montassar Abtoron. Merci beaucoup pour votre témoignage. Sinordine, je vais revenir à vous, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais vous donner aussi le temps à Anis El-Qama. Dans cette situation que vit notre pays, vous avez entendu le constat de Montassar Abtoron, qui est historien, mais aussi militant politique, où notre pays se dirige quand on fait un constat pareil. Est-ce qu'on est arrivé à ce qu'a dit Fellag quand on arrive au fond, nous, on est en train de creuser. Normalement, on doit remonter, mais on est en train de creuser. On fait le constat de l'éducation, mais aussi d'autres secteurs ne sont pas aussi meilleurs, c'est Nordi. Absolument, malheureusement, c'est le cas, tout à fait. Donc, l'Algérie, nous avons raté de nombreuses occasions. Nous avons raté le coche en 79, nous l'avons raté en 92, nous l'avons raté en 99 et encore en 2019 avec le Hirak. Nous avions la possibilité de redresser la barre, de se ressaisir et de corriger et repartir du bon pied. Mais le système totalitaire, les militaires qui veulent absolument gouverner le pays par la force et imposer leur manière de voir, nous l'avons vu, ça ne peut que mener le pays au désastre. Vous avez vu, à part Rachid Ben Yilles, à part Hossein Ben Ma'allem, 2 généraux sur 400 ou 500 généraux, qui écrit, qui rédige, qui publie, rien, zéro. Donc comment voulez-vous que ces gradés, ces hauts gradés de l'armée qui dirigent ce pays puissent laisser ce pays s'épanouir, connaître la science? D'ailleurs, même regardez ce que dit l'historien tout à l'heure. Il fait la différence entre la science, l'invention et le savoir. Il n'y a pas de différence. Toute la science, c'est de la science. Toutes les sciences sont des sciences. Les mathématiques sont des sciences. La géographie, c'est une science. L'histoire, l'anthropologie, l'ethnologie, c'est des sciences. Tout ça sont des sciences. Il faut sortir de cette chimère du scientisme. Il n'y a que les mathématiques, la physique, la chimie ou la médecine qui est une science. Donc nous avons malheureusement raté le coche. Et nous ne sommes pas prêts de nous ressaisir tant que nous avons ces gens-là à la tête du pouvoir. Merci, Sinordine. Anis El-Qama, le mot de la fin. Fadal, c'est Anis. Oui, en fait, l'université est à l'image de tout le pays. C'est-à-dire que c'est un espace qu'il voudrait stériliser, c'est un espace qu'il ne voudrait surtout pas voir imbibé de conscience politique et de savoir. Et vous n'avez qu'à voir comment ils ont réprimé les étudiants. Et vous n'avez qu'à voir comment ce jeune étudiant, je ne me souviens plus de son nom, qui est intervenu dans la petite vidéo, je pense qu'il est toujours en prison. Et alors qu'il aurait pu constituer, lui et d'autres personnes, un bon réservoir pour des partis politiques qui plus tard pourraient être au Parlement, pourraient participer à la vie politique algérienne. Dans les pays respectables, c'est comme ça que ça se passe. Dans le pays où je vis, il y a des syndicats d'étudiants qui s'appellent l'UNEF, qui sont en connexion qui étaient plutôt en connexion avec des partis comme le Parti Socialiste.
Et Julien Drey, par exemple, qui est un politicien français qui était à l'UNEF, a sauté au Parti socialiste et ça leur crée une base de recrutement, de formation. L'espace de l'université, et surtout l'université, selon moi, contrairement au lycée ou en tout cas à l'éducation à proprement parler, doit être politisé et devrait être politisé parce que à l'université, les personnes sont majeures, elles peuvent faire leurs choix politiques, elles peuvent faire leurs expériences politiques, se tromper peut-être, mais c'est à partir de là qu'ils sauront faire. Mais je suis d'accord, bien sûr, qu'au lycée ou au collège ou au primaire, il faut que ça soit le plus neutre possible. Merci. Excusez-moi, je vous ai pressé un peu. On me dit que le temps de l'émission est terminé. Merci, Nourdine. Nourdine Aoussat, universitaire analyste politique. Vous étiez avec nous via Skype depuis Paris. Merci aussi à Anis El-Qama, militant politique. Vous étiez avec nous via Skype aussi depuis la France. Merci à Montassar Abdroun, historien militant politique. Il était avec nous depuis Alger. يعطيكم الصحة d'avoir suivi cette émission. يعطيكم الصحة وصحة فطوركم بقوا على خير.